Qui ne connaît pas la Société Générale? C'est bon. Voilà. Sinon, vous pouvez ouvrir un compte à la sortie. Ne vous inquiétez pas. Alors, juste très rapidement, donc ça, c'est un slide institutionnel, comme vous voyez. Donc, c'est surtout trois. Enfin, Société Générale, c'est trois, pour que vous retrouviez un petit peu dans la présentation. C'est trois entités, on va dire, assez distinctes. Donc, toute la partie que vous connaissez sûrement, qui est la banque de réseau France, avec les marques Société Générale, Crédit du Nord, Boursorama, la banque en ligne. Ça, c'est le premier pilier dont je ne m'occupe pas du tout. Le deuxième, c'est toute la partie banque à l'international. Donc, on est très présent en Europe de l'Est, avec des marques fortes en Russie, en Roumanie et en Tchéquie. On est présent aussi en Afrique du Nord et dans l'assurance. Donc, ça, c'est toute la deuxième partie, on va dire, retail international. Et la troisième partie, donc, c'est la banque de grande clientèle et de solutions investisseurs, dont je suis le DSI. Donc cette entité-là, c'est en gros, pour schématiser, toute la partie banque de financement, donc marché de capitaux, financement structuré. C'est aussi toute la partie private banking en Europe et toute la partie gestion de titres et gestion de moyens de paiement. Donc c'est par définition une entité qui sert des clients qui sont plutôt des gros corporates, des grosses entreprises, des institutions financières, des asset managers, des hedge funds, donc tout ce qui est financement de l'économie au sens large, hors, on va dire, particuliers et petites entreprises. Donc, encore une fois, par structure, c'est aussi quelque chose qui est très consommateur d'IT. Donc, comme vous voyez, hein, la DSI que je chapeaute, à peu près 7000 collaborateurs, alors tout compris, hein, on a beaucoup de prestataires, donc c'est pas que des internes. On a aussi un centre, des centres d'offshore et nearshore, très présent en Inde et aussi à Montréal et à Bucarest. Voilà, donc ça fait beaucoup de personnes, avec deux centres les plus importants qui sont Paris et Bangalore, mais qui sont quand même répartis dans beaucoup de continents. Et donc la transformation, et c'est pour ça que je le mentionne, va concerner toutes ces personnes. Donc on ne parle pas du centre de Paris ou du centre de la Défense. Dans tout ce que je présenterai après, on parlera vraiment de l'ensemble des collaborateurs du monde entier. Voilà. Et aujourd'hui, on va zoomer sur la transformation d'agilité à l'échelle, mais on a parlé de digital aussi avec Renaud juste avant. On a passé à l'Investor Day l'année dernière le fait que la croissance du groupe Société Générale était basée sur trois transformations informatiques, je dirais, majeures. Donc l'agilité, la façon de travailler, IT et métier pour nos clients, mais aussi toute la partie digitalisation, transformation de notre système d'information, de l'architecture de nos applications. Donc pour découpler toute la partie interface, UX, UI, de la partie back-end, des business services qu'on construit ou qu'on intègre, tout ce qui est data lake aussi. Donc ça, c'est la deuxième partie, et toute la partie cloudification de nos infrastructures. Et je le mentionne parce que pour moi, c'est ce qui est important, hormis le fait qu'on avance sur ces trois parties, c'est que ces trois éléments se renforcent fortement. C'est-à-dire que quand on va parler d'agilité ou d'agilité à l'échelle, et de feature team qui travaillent sur plusieurs applications, sur une chaîne produit, vous comprenez tous que c'est effectivement très compliqué quand les applications sont dans des technos différentes ou quand elles sont très monolithiques, très legacy, d'où l'importance des services, des API, des microservices. Pareil, on fait cette agilité pour augmenter le time to market. Si on a une infrastructure qui livre 3 mois après les serveurs dont on a besoin, ça ne marche pas. Donc les trois se renforcent fortement. Voilà, donc on va zoomer sur agilité à l'échelle. Donc je vous invite à un voyage qui n'a pas commencé hier. Hein. On a marqué quelques dates clés au niveau du slide. C'est un peu schématique ce que je vais dire, mais globalement en 2011, j'ai quelques équipes qui un jour sont venues me voir en disant voilà, on travaille bon, ils n'ont pas appelé ça agile, hein, c'était un peu agilité sans savoir comme M. Jourdain. Mais voilà, donc des équipes qui travaillaient en mode Scrum, en mode qui faisaient des sprints, qui faisaient des rétros régulières avec leur product owner et leur business, sont venus voir en disant bah voilà Philippe, ça c'est super, c'est beaucoup plus efficace que les cycles en V, ça apporte de la valeur à l'entreprise, les gens sont contents, etc., etc. Vous connaissez le sujet. Donc on a démarré une transformation un peu plus large à l'échelle de la DSI, de l'entreprise, en tout cas de l'entité que je représente. Et en gros, de 2011 à 2014, on a réussi à avoir à peu près 50% de nos équipes qui travaillaient sur ces modes agiles, hein, donc
Scrum, Kanban, on a même inventé ou fait du Scrumban à un moment donné. Bon voilà, donc tout ce qui est itération, assez rapide, 2 ou 3 semaines, des sprints pour créer du code. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ça n'apportait pas tant de valeur que ça, parce qu'on créait du code beaucoup plus rapidement. Le problème, c'est qu'on avait encore des cycles, je suis assez schématique dans ce que je dis, mais des cycles d'itération et de test qui restaient des cycles en V. Donc on avait beaucoup plus de code produit, mais le code produit ne sortait pas en prod, et donc il n'y avait pas de valeur produite, puisque le code produit n'était pas en production. Donc c'est là qu'on a lancé, on va dire, la deuxième transformation, ou deuxième étage de la fusée, qu'on a appelé Continuous Delivery, qui est très à la fois DevOps, et tout ce qui est outillage, pratique. Donc souvent on emploie l'image de chaîne de construction automobile pour décrire la chaîne de construction logicielle la plus automatisée possible, de la requête à la mise en production. Donc c'est là où on va voir tous les outils de TDD, BDD, testing automatique, mise en place le plus possible de release automatique avec des pratiques et des outils qui sont les mêmes sur les chaînes de test que sur les chaînes de production, ce qui permet de dérisquer un petit peu la mise en production parce que ces pratiques sont répétées plusieurs fois, souvent plusieurs fois par jour, par nos équipes. Donc ça nous a permis d'apporter la valeur au time to market. Donc vous avez quelques chiffres. Chaque fois, c'est à peu près la moitié. Je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe toujours un peu comme ça. Donc on arrivait à livrer effectivement plus vite en production. On s'est donné comme KPI, comme indicateur, d'avoir entre 2 et 4 semaines des grosses applications qui amènent des éléments fonctionnels nouveaux en production. Et pour certains, c'est quand même, on a fait pas mal de transformations et d'investissements pour arriver là. Certaines applications de gestion de risque sur nos produits exotiques sur lesquels on est numéro 1 mondial, donc beaucoup de calculs et beaucoup d'analyses de risque. Avant, on livrait toutes les 13 semaines des releases majeures, on est passé à 3 semaines. Donc on a dû beaucoup investir évidemment dans ces tests, dans cet outillage pour arriver là. Donc ça c'était bien, ça crée vraiment de la valeur, mais on avait toujours cette logique applicative qui était vraiment un peu le pivot de notre organisation côté IT. Et donc on avait nos métiers qui nous disaient c'est sympa, vous livrez plus vite vos applications, mais nous, pour avoir vraiment la valeur métier dont j'ai besoin de l'application 1, 2, 3 et qui ne livre pas forcément au même moment. Donc à la fin c'est mieux, mais c'est quand même pas assez rapide. Donc c'est là qu'on s'est réorganisé. On avait des équipes, je reviendrai dessus, de production, de support applicatif niveau 2, qui étaient organisationnellement rattachés directement à moi, donc pas dans les équipes de delivery. Donc ça nous a permis de mettre des pratiques très fortes de tests et de support, mais ça crée, on va dire qu'on a voulu rapprocher les deux équipes pour créer plus de valeur et pour aller vers les fameuses feature teams dont je vais vous parler. Donc on a réorganisé et on a lancé la transformation, on va dire, qui est pour moi le 3e étage de la fusée, de l'agilité à l'échelle. Donc pourquoi on a fait ça? Alors ça, je pense que c'est pareil pour l'ensemble d'entre vous. On a parlé d'innovation juste avant. Donc ça, c'est la capacité à livrer plus vite des incréments de valeur. Hormis le fait qu'on livre plus vite, ça permet à nos métiers de prendre plus de risques. Parce qu'effectivement, vous savez tous, si on a des cycles en V plus traditionnels, les métiers vont dire on va essayer de mettre tout ce qu'on peut dans la release parce qu'après, on va attendre très longtemps pour avoir l'itération d'après. Là, ça permet de dire, je teste quelque chose, si mon client est content ou si j'ai effectivement la valeur que j'attends, je vais plus loin. Et si jamais ça ne marche pas, j'arrête et je fais autre chose. Donc l'innovation, c'est très important. La valeur, on a parlé de priorisation par la valeur juste avant, dans les 2 conférences que vous avez eues, enfin en tout cas la 2e. Pareil, on pousse pour dire, il faut qu'on construise, qu'on soit plus efficace dans la construction logicielle, c'est ce que j'ai dit avant. Mais on veut aussi éviter de prioriser des choses qui n'apportent pas la bonne valeur au business. Donc tout ce qui est priorisation par la valeur, avec un dialogue, on va dire, quotidien entre l'IT et le business. Le 3e point, c'est comme ça qu'on a vendu notre transformation, parce que cette transformation s'accompagne d'investissements. On croit à l'efficacité de l'informatique, donc on est capable d'aller générer des gains d'efficacité, donc de pouvoir réduire un peu le coût de nos maintenances et pouvoir faire un peu moins cher des projets grâce à une efficacité. Alors, si vous pouvez pitcher vos directions pour faire les transformations sans mettre de l'efficacité derrière, c'est mieux. C'est pas forcément simple. En tout cas, en tant que CIO, puisque c'est comme ça. En fait, chez nous, la
la transformation a été poussée par IT vers les métiers, a été complètement adoptée par les métiers avec un sponsorship fort des métiers. Mais comme on a poussé dans ce sens-là, c'était aussi on va dire une attente de nos métiers d'avoir des gains d'efficacité. Et last but not least, évidemment, accroître l'attractivité pour nos collaborateurs. On recrute sans cesse, on a besoin de plus d'internes, de plus de juniors. Et effectivement, ces modes de fonctionnement qui sont vraiment collectifs, de co-création au niveau de l'équipe IT avec les métiers. On insiste beaucoup aussi sur la partie open source et partage de code, réutilisation, sont des, on va dire, des mécanismes ou des incentives qui sont très forts pour attirer et garder nos collaborateurs. Voilà, donc 3 piliers sur notre modèle opérationnel. Donc on s'est inspiré de Spotify et de Safe. Donc il y a d'autres DSI de grands groupes qui ont fait du Spotify aussi. Mais vous verrez un tout petit peu après comment ça marche. Donc on a 3 piliers. Donc le premier, comme je l'ai dit, c'est pivoter d'application à chaîne de valeur métier qui traverse plusieurs applications et donc qui crée de la valeur plus vite par rapport aux besoins métiers. Le troisième, c'est toute la partie agilité au niveau de l'entreprise. Donc aller toucher des process plus non opérationnels, je dirais stratégiques de gouvernance et les agiliser pour éviter d'avoir de la stratégie, des investissements qui sont toujours en mode très top-down et puis des équipes sur le terrain qui marchent en mode agile mais qui quelque part ne se retrouvent pas forcément sur les directives qui leur sont données. Donc le premier, ça touche beaucoup nos opérationnels métiers. Hein. Donc, on va dire qu'en termes de culture dans notre banque, enfin dans toutes les banques, dans toutes les BFI, c'est une culture très ingénieure. Hein. Donc on a des utilisateurs en face de nous, avec nous, qui ont quand même une certaine appétence IT, qui sont ingénieurs et qui demandent assez volontairement, on va dire, à être associés à nos équipes IT. Le troisième, ça touche beaucoup la direction générale qui dit bah, si on peut être plus efficace sur nos process budgétaires et tout ça, super, allons-y. Et le deuxième, bah, c'est pour moi, en termes de conviction, le plus important, et là peut-être où on tire le plus de valeur aussi, c'est, on a une question tout à l'heure sur les pratiques, c'est mettre en place des pratiques fortes, transversales, au niveau de la DSI, au niveau des différentes équipes. Donc c'est pousser des frameworks communs de transformation digitale, faire converger des technos, ou aussi faire converger des briques fonctionnelles. Et donc si on ne fait pas ça, c'est super de faire des feature teams, on a plus d'efficacité locale, mais quelque part on tombe dans le syndrome de not invented here, d'équipes qui réinventent des choses qui existent à côté. Et pour nous c'est hyper important de pousser ces logiques internes d'open source, de pull request, d'ouverture de nos codes sources à tout le monde. Donc comment ça s'est... Vas-y. Après, le slide il est animé, donc chaque fois que je dis un truc, mais vas-y. Alors, en fait, on a cette transformation dans le modèle opérationnel qui se base sur 40 pratiques, entre le continuous delivery et l'agile, donc je ne vais pas toutes les passer, évidemment. J'ai essayé de mettre en avant 5 qui, pour moi, sont les plus représentatifs de nos transformations, ou peut-être les facteurs clés de succès. Donc la première chose, c'est l'importance de la product management team, donc du métier qui est en face de la tribu. En fait, c'est pas par là qu'on a commencé. Donc si vous avez affaire autour d'expérience, nous on a commencé à mettre en place un peu by the book, un modèle Spotify, on identifie les feature teams, on identifie les product owners en face des feature teams. Mais à l'échelle d'une DSI comme la nôtre, comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de feature teams, on a une 60aine de tribus et donc on a compris après qu'il fallait prendre la transformation top-down et d'abord bien définir les tribus et les métiers, donc la product management team, souvent 5 personnes, en face de ces tribus. Et ensuite, une fois qu'on définit la stratégie et les objectifs entre le métier et le tribe manager, donc au niveau de la tribu, c'est là qu'on peut découper le plus efficacement en feature team. Alors. Donc sur les feature teams, le point important pour moi, c'est évidemment co-localisation, on en a parlé, hein, des équipes. Donc on a dit que la co-localisation des équipes IT, donc du business analyst jusqu'au support, était un must-have. En revanche, on accepte que le product owner ne soit pas co-localisé. Parce qu'en fait, je vous ai dit au début qu'on avait des grosses équipes en Inde, hein, sur nos centres d'offshore, qui sont des captives Société Générale, qui marchent très bien.
Et donc, on a un modèle où on a des feature teams qui sont à Paris, des feature teams qui sont à New York, des feature teams qui sont en Inde. C'est mieux, évidemment, si Product Owner est local, et ça marche si Product Owner est à Paris, par exemple, avec des centres, avec des feature teams en Inde. Ça nécessite éventuellement, on va dire, un peu de proxy Product Ownership ou de billets seniors qui restent à Paris dans les premiers temps. C'est important, évidemment, de créer la confiance, mais une fois que la confiance est là, ça marche. Voilà. En revanche, en termes d'adaptation du sourcing, ce qui est hyper important, c'est que le modèle, on va dire un peu historique, où les business analysts sont à Paris et les développeurs sont en Inde, par exemple, ça ne marche pas du tout, sur mes feature teams. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a transformé pour avoir l'ensemble des compétences à gauche, enfin à Paris ou en Inde, par exemple, sur une feature. Et donc ça, on revient sur l'autonomie, la responsabilisation de l'équipe IT, où qu'elle soit, pour produire la bonne valeur du métier. Et donc ça attire tout le monde vers le haut et ça apporte la valeur. Je me retourne. Donc les équipes de production, j'en ai parlé, donc c'est encore en cours, mais on a intégré nos équipes de support niveau 2 dans la feature team. La proposition de valeur derrière, c'est de pouvoir donner de l'augmentation de compétences à ces personnes qui vont pouvoir développer aussi des rôles de business analyst ou éventuellement toucher aux développeurs pour ceux qui font du support technique. Et puis ça évite aussi le syndrome, fameux syndrome de je jette à l'autre, moi je suis côté support, je log des incidents et des requêtes, et puis après c'est à d'autres de s'en occuper. Donc là, le développeur, c'est you build it, you run it, il fait aussi un peu de support. Et le gars qui fait du support, il essaye de fixer le problème s'il peut, en tout cas d'éviter que le problème se répète, et pas uniquement loguer un ticket d'incident ou de requête dans un système. On n'a pas encore fait ça partout, c'est encore en cours, mais c'est vraiment le modèle vers lequel on pousse. Enfin, ou presque enfin, management horizontal. Alors ça, c'est un choix qu'on a longuement débattu, qui est pas simple. C'est voilà, qui est le manager des équipes? Est-ce que c'est le feature team leader ou est-ce que c'est le chapter manager, puisqu'on a du Spotify, donc on a fait des chapitres. Donc nous, on a pris le choix d'avoir un management horizontal. Parce que ce qu'on se dit, c'est que avec avec le temps, l'équipe feature team, elle est assez autonome, et si un product owner et un bon product owner, les équipes tournent bien ensemble, et donc il n'y a pas besoin d'avoir un manager de l'équipe. Et deux, j'ai aussi insisté beaucoup sur les pratiques transversales, donc on voulait aussi renforcer les rôles transversaux et donc donner le management transversal au niveau du chapter manager. Voilà. Et en fait, on a inventé un nouveau mot. Donc après les guilds, qui sont les chapitres qui se mettent ensemble en termes de communauté d'intérêt. Donc nous, on a mis en place les ligues. Alors à Société Générale, c'est la banque du rugby, mais on aime aussi bien le foot. Donc on a fait les Champions League. Donc les ligues, c'est des guilds obligatoires. Donc là où on s'est dit, on veut vraiment insister, garder des pratiques très fortes au niveau de la DSI, au niveau de l'entreprise, même si au niveau des tribus, chacun s'organise un peu comme il veut, on a mis en place les ligues. Donc on en a 3-4, production, donc support, test, DevOps et architecture. Donc l'architecture, on est en train de se dire, est-ce qu'on fait du fonctionnel et du technique, mais voilà. Donc c'est important pour nous, parce que, et pour moi, c'est aussi l'apport de valeur de ces façons de travailler. C'est vraiment, j'insistais sur la co-création au début. Si je prends l'architecture, ça évite un peu le syndrome, les architectes design et les équipes, on va dire, opérationnelles délivrent. Donc là, ça permet via les ligues d'avoir des architectes et des technical leaders, par exemple, ou des business analysts, si on prend fonctionnel, qui travaillent ensemble, à la fois au design de l'architecture et, pour les éléments les plus critiques même, des architectes qui codent les composants les plus critiques des applications. Voilà. Et enfin, pour les gros projets, on fait du safe. Donc on a des trains de release pour évidemment synchroniser les releases qui touchent N feature team dans plusieurs tribus. Et ça, c'est un gros investissement, mais ça marche bien. Le point qu'on évoquait tout à l'heure, et qui est le plus important pour moi, c'est le changement de culture. C'est-à-dire que oui, il y a des modèles opérationnels qui font que l'IT et le métier sont plus efficaces, ensemble, apportent plus de valeur, sont plus engagés. C'est ce que Stéphane vous présentera plus en détail. C'est ce que je vous disais. Mais le plus important, c'est qu'en fait, il faut pas. Ce qui est important, c'est ce qui sort
des process purement IT business. Donc c'est travailler en capacity-based management, donc dire j'ai une équipe IT qui a un budget fini et qui essaie de faire le plus de choses possibles, qui apporte de la valeur à la banque, donc à la fois du nouveau fonctionnel mais aussi de la maintenance pour protéger la production. Et une fois tous les 4 mois, une fois tous les 6 mois, on a des décisions stratégiques pour dire on en met plus à gauche ou on en met plus à droite, mais ça ne change pas toutes les semaines comme ce qu'on fait jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un budget qui est très rapide, qui est très itératif, mais pour moi c'est un peu de l'anti-aging parce que mes équipes qui reçoivent du budget qui change tous les 2 jours, vous comprenez bien qu'on ne prend pas des gens ou qu'on ne sort pas des gens tous les 2 jours, même si on a des prestataires. Donc là, on essaie de dissocier la partie stratégique. Encore une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on a des inclinaisons stratégiques de budget et donc de taille d'équipe, du pilotage opérationnel qui est figé sur une capacity base. Donc on évite des débats sans fin en termes budgétaires qui sont encore en ce moment, sur le run, le change, qu'est-ce qu'on met à gauche, qu'est-ce qu'on met à droite et pourquoi on ne baisse pas assez le run pour faire du change, etc. Donc là c'est le métier qui pilote son IT avec une capacité fixée, en plus des inclinaisons stratégiques. Voilà, donc il y a plein d'impacts aussi sur les process RH, sur le pilotage. Je vais insister quand même 2 minutes avant de conclure sur la partie transformation des équipes. Donc sur la transformation des métiers, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va chercher ce qu'on appelle des vrais product owners, donc des gens qui sont des opérationnels des métiers, des patrons de desk, des patrons d'activité, qui passent du temps soit au niveau PMT, soit au niveau PO, avec nos équipes pour prioriser au quotidien les éléments de valeur et de développement qu'on fait. Donc c'est pas parfait, mais on a vraiment essayé d'éviter le plus possible les proxy product owners parce que voilà, on veut que le métier soit vraiment impliqué dans l'IT. Et donc ça nécessite, on en a parlé aussi un peu avant, de l'accompagnement, de la formation, parce qu'entre un bon sponsor et un product owner, c'est pas pareil, c'est pas forcément bien compris. Voilà. Sur IT, on parlait de risque, on est une banque, donc c'est un peu notre boulot de prendre du risque. Mais là, on ne parle pas de nouveaux produits qu'on va livrer plus vite, on parle du cœur du réacteur. C'est-à-dire que si jamais les équipes ne suivent pas dans cette transformation, ce n'est pas juste les nouveaux projets qu'on ne va pas livrer, c'est la production et donc la capacité de la banque à faire son travail qu'on va planter. Donc 90%, enfin quasiment tous les collaborateurs de l'IT doivent s'upskiller dans cette transformation. Donc j'en ai parlé, les développeurs qui sont amenés à faire du support, les business analysts qui font du TDD, du BDD, donc qui ne sont plus dans des mondes un peu privilégiés de relations avec les métiers, parce qu'en fait, la relation est prise par l'ensemble des collaborateurs avec les métiers, et à qui on demande de coder un petit peu les spécifications. Les gens du support, évidemment, puisque on les fait évoluer vers des modèles un peu Google SRE, donc plus en amont de capturer et d'identifier des problèmes et de les fixer en amont. Donc ça fait bouger tous les collaborateurs. Les plus impactés, c'est peut-être les managers, parce qu'en fait, on va dire que dans cette transformation, on s'est un peu rendu compte qu'il y a une couche managériale qui saute. On n'avait pas forcément anticipé au départ, pour être très franc, mais on s'en est rendu compte parce que voilà, on avait des couches intermédiaires. Et là, en fait, entre le tribe manager et les patrons de chapitre ou les chapter managers, il n'y a personne entre les deux, donc c'est beaucoup plus à plat. Donc évidemment, ces personnes dans notre entreprise, c'est des internes, c'est des gens qui ont des compétences, c'est des gens qui sont bien, donc il faut former, upskiller, éventuellement reskiller. Donc on a mis en place tout un programme d'accompagnement avec la RH, un programme de formation, le plus possible centré vers la personne. Donc on leur donne accès à des contenus de formation en ligne, interne, externe. On utilise Pure Insight par exemple, qui est un super contenu de formation technique avec qui on bosse. Et on donne aux gens des outils pour pouvoir se créer leur propre parcours de développement personnel, pour dire, voilà, moi je souhaite être Scrum Master, je souhaite être Chapter Leader, je souhaite être Software Engineer niveau 1 ou 2. Et donc, basés sur leur contenu de formation, ils peuvent se former eux-mêmes, ils peuvent définir leur parcours, utiliser le parcours de voisins et se former. Voilà, donc c'est hyper important. Sur la posture managériale, on en a parlé. On a fait passer une formation pour mes 400 top managers pour effectivement passer en mode manager coach, éviter une command and control, etc. etc. Donc c'est un travail de tous les instants. Ça demande du lâcher prise, du top management. Ça demande d'éviter de piloter sur des KPI qui sont assez nombreux,
mais pour lesquels certains, on va dire, voilà, vous connaissez tous ces KPI pastèques, hein, donc, mais plus on est haut dans l'organisation, plus on est en général ancien, et plus, sans faire exprès, on fait du command and control depuis qu'on est petit. Donc en termes de transformation dans l'organisation, c'est encore quelque chose qu'on vit au quotidien. On a commencé par IT, je pense que l'IT, on a commencé à bien se transformer, mais comme je le disais avant, ça déborde sur toutes les fonctions de l'entreprise. Voilà. Et donc, je suis très très content parce que j'ai un témoignage d'une sponsor qui était plutôt, pour moi, un peu command and control, qui a assisté à un PI planning, et à la fin du PI planning, elle a dit bah, c'est super, j'ai plus besoin de faire de STIRCO. Guess what, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc c'est garder évidemment quelques indicateurs de pilotage, mais après donner la main au terrain et avoir le terrain qui se pilote. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer où on en était. Donc on est content parce que ça marche. On n'a pas fini. Hein. L'idée c'est qu'on se transforme, qu'on arrive à transformer toute la DSI et tous nos métiers d'ici 18 mois. Mais voilà, donc on n'a pas de chiffre en fait. Ouais, bon. Donc on a une dizaine de tribus transformées, c'est ça 10 x 2, ouais. Ouais, 12. Donc tribus, 100-150 personnes. Donc une douzaine de tribus transformées, une douzaine aussi, une petite quinzaine en cours de transformation qu'on espère avoir transformées d'ici la fin de l'année. Alors transformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir atteint une première étape qui montre que les pratiques d'agilité à l'échelle sont effectivement ancrées. Après, évidemment, il y a du continuous improvement. Hein, c'est plutôt le début qu'à la fin de la transformation. Voilà. Et pour revenir à ce qu'on disait aussi avant, ça c'est les indicateurs qu'on mesure, qui sont partagés à tout le monde depuis le début. Donc c'est visible, c'est transparent. Et comme vous voyez, il y a deux indicateurs d'engagement et de confiance, un côté IT et deux côté métier, parce que je suis convaincu que c'est une des grosses valeurs de la transformation, c'est renforcer l'engagement IT et métier. Et on sait bien que ça n'a pas d'indicateur financier derrière, mais c'est le plus important. Voilà, et pour finir, pour citer un ancien Premier ministre, je dirais la route est droite, mais elle est pentue, donc on est en train de gravir la route. Personnellement, je regrette aucun instant d'avoir pris cette route avec les équipes. Vous l'avez vu, hein, pour l'instant, on a quand même du feedback positif, c'est pas parfait partout, il y a encore plein de choses à faire, mais ça marche. Et ça crée de l'engagement et de la valeur pour l'entreprise en même temps. Après, il faut un sponsorship le plus haut possible dans l'organisation, parce que j'ai parlé de prise de risque, j'ai parlé de changement de travail, de changement de culture, donc c'est compliqué, hein, on a toujours des doutes et des inquiétudes. Et aussi quand on commence à se transformer et mettre en place les feature teams, en termes de vélocité, prédictabilité, on a une baisse au départ, avant de remonter. Puisqu'en fait on met des équipes qui travaillaient avant sur plusieurs applications, donc le temps qu'elles apprennent, il y a d'abord une baisse pour que ça remonte, donc, voilà, donc ça demande un sponsorship fort, ça demande un programme management fort aussi, hein, il y a plusieurs streams, des streams RH, des streams de change management, des streams de communication qui sont super importants. Donc vous avez une personne de mon comité de direction, Patricia, qui est au premier rang, vous pourrez voir après, qui pilote cette transformation avec un programme manager très senior dédié, Étienne. Voilà, donc ça nécessite quelque part un programme management fort, même si on parle de transformation agile, hein, c'est important de garder un cap, et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et enfin, pour nous c'est aussi très important, c'est pas une transformation isolée dans un coin de façon de travailler, c'est vraiment quelque chose qui est en résonance de notre transformation sur les API, l'agilité de nos applications et la transformation de notre infrastructure pour créer, on va dire, un cercle vertueux d'agilité à la fois sur comment on travaille, comment on livre de l'IT et comment on livre de l'infrastructure. Donc nous vivons dans un monde où les changements s'accélèrent et dans ce monde, les organisations doivent se transformer pour rester compétitives. Transformer leurs pratiques, transformer leur culture, mais aussi transformer leur structure organisationnelle afin d'optimiser la valeur délivrée. Alors je suis là aujourd'hui pour vous présenter comment réaliser cet alignement en m'appuyant sur le retour d'expérience des transformations de tribus et de lancement de Trincef à la Société Générale. Et donc je vais commencer par vous présenter le modèle de structure organisationnelle, enfin continuer de vous présenter, puisqu'il a été déjà en partie présenté, le modèle de structure organisationnelle de la Société Générale, donc inspiré de Spotify et de CEF, mais adapté au contexte, aux spécificités et à la culture de la Société Générale.
donc, deux niveaux de structure de haut niveau, la G-Unit et les tribus, donc en reprenant le modèle Spotify. Donc, une tribu, hein, donc c'est un groupe de personnes, on va dire, dont la taille est inférieure à 125 personnes. C'est pourquoi 125, c'est le nombre de Dunbar qui décrit le nombre de personnes avec lesquelles une personne peut maintenir une relation sociale. Pourquoi cette contrainte? Eh bien, c'est simplement pour optimiser la coordination et la communication au sein de la tribu. Alors, la tribu est structurée en feature team. Alors, une feature team, c'est comme une mini startup. C'est une petite équipe de 5 à 9 personnes, plus le PO, et colocalisée et cross-fonctionnelle, c'est-à-dire en capacité de délivrer des features cross-applicatives, et autonome, c'est-à-dire en capacité de développer une feature de A à Z, de la supporter et de la maintenir. Et alors pourquoi avoir choisi des feature teams? En fait, deux avantages intéressants. Premièrement, c'est qu'on va construire nos feature teams alignés sur les chaînes de valeur, et donc du coup on va gagner en time to market. Et deuxième aspect, c'est que contrairement à des équipes projets, les feature teams sont pérennes, et donc on va capitaliser sur la compétence. Alors, comme nous a présenté M. Maurer, on a mis en place aussi des chapters. Hein. Donc des chapters, c'est des communautés qui sont en charge de développer les compétences, partager les connaissances, améliorer et homogénéiser les pratiques, et puis innover. Et donc, effectivement, on a mis en place un management au niveau des chapters. Alors, management au niveau des chapters, donc on est vraiment basculé vers un management orienté delivery, vers un management développé vers le développement humain, développement des compétences. Et donc, dernier point important dans ce schéma, en fait, en termes de mécanismes de synchro, en fait, on a mis en place des mécanismes de synchro qui sont, on va dire, dimensionnés par rapport au contexte. Donc, on met en place des trincef quand il y a un fort besoin de synchronisation entre un ensemble important de feature team. Mais lorsque les besoins sont moindres, eh bien, on met en place des mécanismes plus légers qu'on a appelés light synchro, en fait, qui sont dérivés de LESS. Voici. Alors, donc je vais présenter deux étapes. Une première étape qui est l'alignement des tribus sur les chaînes de valeur, et puis après on rentrera en détail sur la structuration des tribus en feature team. Et je vais vous présenter les démarches et les concepts. Alors, j'ai parlé de chaîne de valeur. Alors, enfin, juste pour repréciser ce qu'est une chaîne de valeur. Hein. Donc, pour faire très simple, c'est un process métier de haut niveau qui délivre de la valeur au sens métier. Et donc, l'idée, c'est d'aligner les tribus sur les chaînes de valeur. Alors, pourquoi ? Pour avoir un meilleur alignement IT métier, par exemple pour prioriser par la valeur dans le périmètre de la tribu et donc de la chaîne de valeur. Mais c'est aussi, puisque la coordination se fera le long de la chaîne de valeur et donc au sein de la tribu, la coordination des équipes se fera dans la tribu et donc sera simplifiée et donc on aura un meilleur time to market. Donc du coup, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est donc des tribus qui correspondent à une chaîne de valeur ou plusieurs chaînes de valeur si les chaînes de valeur sont petites, voire plusieurs tribus sur une même chaîne de valeur. Et par contre, ce qu'on va essayer de proscrire, c'est une multiplicité NN entre tribus et chaînes de valeur. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est la théorie, c'est très beau, mais en fait, la réalité est beaucoup plus complexe. Et je vais prendre un exemple qui je pense, qui est assez parlant. C'est quid des backbones transverses. Par exemple, un data warehouse, comment on se map dessus. Eh bien, en fait, alors on avait deux approches possibles. Soit, eh bien, on prenait en compte ce concept et on alignait les tribus sur les chaînes de valeur. Or, par nature, un data warehouse, c'est traversé par plein de chaînes de valeur. Et donc, du coup, on aurait eu des tribus, on aurait eu un data warehouse qui est développé par N tribus. Donc, on aurait perdu forcément en cohérence et donc en coût. Donc, du coup, on a pris une approche différente. On a une tribu qui gère le data warehouse et qui permet de gérer la stratégie de développement du data warehouse, la cohérence. Et par contre, pour aligner les nombreux fournisseurs de données
développement du data warehouse et consommateur de données, eh bien, en fait, on met en place des trains. Et donc, du coup, on synchronise ces trois parties et on gagne en time to market. Donc, en fait, on réunit le meilleur des deux mondes. Voilà, donc du coup, c'est mis en place et ça fonctionne très bien. Alors, je vais enchaîner en vous présentant la démarche de définition des feature teams au sein d'une tribu. Alors, c'est une démarche que j'ai mis en œuvre sur de nombreuses tribus que j'ai transformées. Alors, pour être clair, je n'ai jamais fait exactement la même chose parce que les problématiques sont diverses et variées. Donc, c'est plus un guideline et c'est adapté à chaque contexte. Et donc, je vous présenterai la démarche par la suite. Alors, un point qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la transformation des tribus à la société générale, on met en place ce qu'on appelle des guiding teams. Donc, en fait, on s'appuie sur des opérationnels pour effectuer la transformation. Ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'il y a moins besoin de coach. Deuxième intérêt, c'est que, en fait, on veut que les transformations soient pérennes et se maintiennent dans le temps. Et donc, après, c'est la guiding team qui va continuer à améliorer à faire de l'amélioration continue au sein de la tribu. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coach les guiding teams. Donc, le coach at scale qui est en charge de la transformation d'une tribu, donc coach la guiding team, mais garant aussi du respect des grands principes de l'agilité et de l'agilité à l'échelle. Et puis, il propose une démarche, enfin, dans le contexte de la définition de la structure organisationnelle, et facilite les différents workshops. Et donc, je vais vous présenter les différents éléments de la démarche. Alors, première étape de la démarche, c'est identifier les chaînes de valeur. Et donc, identifier les chaînes de valeur, et puis ce qu'on fait, donc vous avez un exemple ci-dessous, le mapping avec les applications. Donc je vous donnerai à la limite trois petits conseils si vous vouliez mettre en place de tels workshops. Premièrement, c'est que lorsque on arrive sur une tribu en tant que coach, avant d'avoir un meeting avec tous les métiers et sans rien savoir au contexte, je préconise fortement qu'il y ait une prise de contexte et une compréhension du minimum de métiers pour qu'on puisse animer sereinement le workshop. Et donc, prise de contexte en comité restreint. Deuxième conseil, pensez bien à inviter toutes les lignes métiers concernées par la tribu. Et troisième conseil, eh bien, les chaînes de valeur ne s'arrêtent pas forcément là où s'arrêtent les lignes métiers. Donc c'est au coach at scale de challenger lorsqu'il faut. Donc deuxième étape. Alors en fait on se transforme. Donc, Monsieur Morer nous a présenté le why de la transformation à décliner au niveau de chaque tribu. Et en fait on transforme la structure organisationnelle d'une tribu pour être aligné avec la stratégie métier. Et donc du coup il faut comprendre la stratégie métier. Comprendre la stratégie métier, comprendre ce qu'attend le métier vis-à-vis de la transformation et prioriser ses attentes. Donc voici un petit exemple simplifié issu d'un dernier workshop. Donc les métiers en face de moi m'ont dit, ben voilà, donc il y a quatre priorités. Pour moi, nous, ce qui est le plus important, c'est de conserver une super qualité en production. Deuxième critère, c'est d'améliorer le time to market le long de la chaîne de valeur entière, mais uniquement pour une sous-partie des features. Et troisième critère, c'est pour certaines typologies de features, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir un time to market sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais uniquement sur une activité donnée. Donc du coup, ça infère des choix, des critères de design des feature teams. Alors, troisième étape de notre démarche, c'est cartographier les contraintes.
Cartographier les contraintes qui peuvent être diverses et variées, mais principalement les suivantes. Eh bien, les équipes au niveau de la Société Générale sont dispersées de par le monde, et donc du coup il faut comprendre la localisation des différentes équipes de manière à ce que lorsqu'on fait des feature teams, il faut qu'elles soient colocalisées, donc du coup ça rajoute une contrainte. Deuxième contrainte, c'est la spécialisation des équipes, leur connaissance applicative, fonctionnelle et technique, et donc on en fait une cartographie. Troisième contrainte, comprendre le couplage entre les systèmes, comprendre pour chaque application qui est gérée par la tribu, quel sont le schéma d'urbanisation autour de ces applications, comprendre leurs interfaces pour voir quel mécanisme de synchronisation on va mettre en place. Et puis il peut y avoir des contraintes liées à des contrats fournisseurs également. Alors vient la quatrième étape qui est sans doute une des plus compliquées, qui consiste à, pour chaque chaîne de valeur, on va identifier quelle est la taille des équipes requises pour développer et maintenir et supporter le système d'information au regard. En général, la taille est supérieure à la taille d'une feature team, et donc du coup, il y a forcément un découpage à mettre en œuvre. Et donc, trois choix possibles. Premier choix, eh bien, on crée des feature teams colocalisées. N'importe quoi, on crée des feature teams polyvalentes et synchronisées, et on les synchronise avec des mécanismes agilité à l'échelle de manière à gagner en time to market. La complexité ici, c'est que en fait, créer des équipes polyvalentes, c'est pas forcément simple, puisqu'il faut qu'elles connaissent toutes les applications du système d'information géré par la tribu. Du coup, c'est rarement mis en œuvre. Deuxième stratégie, on met en place des feature teams qui sont alignés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais par contre spécialisés. Donc du coup c'est intéressant. Après la contrainte qu'on peut avoir, enfin le risque qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des feature teams qui gèrent trop d'applications, et donc du coup ça crée des silos au sein des feature teams. Donc du coup ça peut être intéressant si on a 2 voire 3 applications maximum. Et la dernière solution consiste à avoir des feature teams spécialisés, mais uniquement sur une partie de la chaîne de valeur, et en fait de manière à gagner en time to market, eh bien on vient synchroniser avec des mécanismes d'agilité à l'échelle. Alors comme vous le voyez dans le cas 2 et 3, eh bien, on a des axes de découpage à trouver, puisque en fait on vient découper une chaîne de valeur en feature team, et il faut trouver quel est le bon axe de découpage. D'où 2 workshops que je mène régulièrement. Un premier workshop pour identifier les différents axes possibles, et un deuxième workshop pour venir sélectionner l'axe le plus pertinent, en sachant qu'en général j'essaye d'impliquer le plus possible de monde dans la tribu, parce que ça permet d'embarquer dès le démarrage de la transformation l'ensemble des acteurs de la tribu, et donc ça peut créer de la motivation intrinsèque. Et alors je vais reprendre l'exemple de mon data warehouse en illustrant le sujet. Parmi plusieurs, on a identifié 2 axes possibles de découpage, par type de données ou par ligne métier. Dans le premier cas, en fait, par type de données, en fait, une donnée étant utilisée par plusieurs lignes métiers, en fait, on rationalise, puisqu'en fait, on a une feature team par type de données, on gère les contraintes des différentes lignes métiers dans une même feature team, et donc ça permet de rationaliser et d'avoir une cohérence. Du coup, on optimise les coûts. L'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que le PO est en face de plusieurs lignes métiers, et donc du coup, c'est difficile pour le PO, difficile de prioriser. Deuxième possibilité, par ligne métier. Donc là, on est vraiment orienté time to market. On optimise le time to market puisque en fait, on travaille pour une seule ligne produit. Par contre, on a l'inconvénient l'inconvénient suivant, c'est que pour chaque ligne métier, on a une feature team, et donc on risque de redondance, risque de perte de cohérence. Du coup, notre stratégie était de choisir la première approche.
Voilà, donc ça illustre un aspect de l'identification des axes de découpage. Quatrième étape, on vient identifier les feature teams de manière logique. Donc sans encore mettre les hommes en face des équipes. Et donc on vient identifier les instances de l'axe choisi. Donc dans l'exemple suivant, l'axe de découpage était les typologies de features. Donc on a les typologies de features qui sont dans le tableau en face de vous. Et on vient identifier les ETP qui sont requis, enfin, le volume enfin, la taille requise pour développer chaque instance de l'axe. Et en fait, point très important également, en fait, il faut que les feature teams soient pérennes dans le temps, ce qui veut dire que, en fait, il faut que la taille reste pérenne également. Et donc, on évalue les fluctuations de taille par rapport aux évolutions de la stratégie métier. Donc après, on vient faire des agrégations pour obtenir en fait un périmètre qui a du sens en termes de taille de feature team. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup de contraintes à prendre en compte, puisqu'il faut prendre en compte l'ensemble des contraintes qu'on a vues précédemment, la stratégie métier, et arriver à des feature teams qui ont du sens. Alors, un type d'atelier qui est intéressant et qui permet de visualiser graphiquement les contraintes, c'est l'atelier Medler de Management 3.0 que j'ai exploité récemment et qui est très intéressant à ce niveau-là. Et enfin, dernière étape, eh bien, on vient identifier les membres des feature teams sur nos feature teams logiques. Et donc, deux approches expérimentées. Une classique drivée par le management, en collaboration quand même forcément avec les membres des équipes. Mais une deuxième axe qu'on a expérimenté qui est très intéressante, c'est la self-selection. On met l'ensemble de l'attribut dans une salle, un tableau devant chaque PO et Agile Master s'il a été nommé, et le PO ou l'Agile Master vient présenter sa feature team, décrire le périmètre fonctionnel, le périmètre applicatif, le périmètre technique de la feature team, et les gens viennent s'inscrire à la feature team considérée. Alors, avant de le mettre en œuvre, j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait pas de feature team qui était vraiment qui se démarquait des autres et sur lequel tout le monde serait allé, quoi. Dans ce cas, ça pourrait être un peu compliqué. Mais du coup, je l'ai expérimenté, ça marche très bien. Voilà, donc du coup, pour conclure, hein, je dirais que modifier la structure organisationnelle au niveau d'une tribu, c'est très intéressant, ça apporte de la valeur. C'est pas toujours simple, c'est même parfois très compliqué. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au niveau des tribus, en fait, on fait passer des surveys réguliers pour voir la satisfaction des équipes, IT et métiers. On fait des rétrospectives globales, ce qui permet de s'assurer que les personnes sont satisfaites. Et en fait, c'est la plupart du temps, ça l'est. Et ça marche très bien.